Alors imaginez un instant une créature mythique. Un agneau, mais avec un seul œil, pile au milieu du front. On dirait que ça sort tout droit d'une légende, hein. Eh bien, figurez-vous que cette histoire, elle est bien réelle. Et c'est elle qui va nous permettre de découvrir un secret fondamental de la biologie. Voilà la question au cœur de tout ce récit. Comment est-ce qu'une simple plante, une plante sauvage, peut-elle littéralement réécrire le plan biologique d'un animal, au point de créer une créature de légende en fait? Eh bien la réponse, elle se cache dans un cocktail chimique d'une précision incroyable. C'est une sorte de message codé qui vient pirater le développement de l'embryon. Alors, notre histoire, elle ne commence pas du tout dans un laboratoire super moderne. Non, non, elle commence dans les grands espaces sauvages de l'Idaho. C'est là-bas, au milieu des troupeaux, qu'un phénomène aussi étrange qu'alarmant a commencé à semer une véritable panique. On est donc dans les années 50, en Idaho. Et là, les éleveurs de moutons commencent à voir quelque chose d'inexplicable. Leurs troupeaux, qui d'habitude sont en parfaite santé, se mettent à donner naissance à des agneaux différents. Vraiment différents. Des agneaux avec des malformations tellement bizarres qu'elles dépassent l'entendement. Bon, là, la situation est devenue si grave que les scientifiques ont dû intervenir. Et ce qui les a tout de suite frappés, ce n'était pas seulement la gravité des malformations, mais leur régularité. C'était presque systématique. Comme si une force invisible suivait un plan super précis pour créer ces anomalies. Une chose était sûre, ce n'était pas le fruit du hasard. Et quand on regarde les malformations, c'était d'une précision presque chirurgicale. On ne parle pas de petits défauts au hasard, pas du tout. Non, les agneaux naissaient soit avec un seul œil central, des vrais cyclopes, soit avec des traits faciaux très particuliers qu'on a appelés faces de singe. Ce schéma, qui se répétait encore et encore, pointait forcément vers une cause unique et très très puissante. Les scientifiques se sont donc lancés dans une véritable enquête. Comme des détectives, ils ont commencé à suivre toutes les pistes possibles. Et les indices ne les ont menés ni vers un virus, ni vers une bactérie, mais vers un coupable bien plus discret. Un coupable silencieux qui poussait tranquillement sur les collines. Et voilà le coupable. Il était là, sous leurs yeux depuis le début. Une plante, le vératre de Californie ou Veratrum californicum. Les chercheurs ont fini par comprendre que c'était le seul et unique point commun entre toutes les brebis gestantes affectées. En broutant dans les pâturages, elles mangeaient cette plante sans se douter une seule seconde du poison qu'elle renfermait. En fait, cette plante contient ce qu'on appelle un tératogène. Pour faire simple, imaginez que le développement d'un embryon, c'est comme la construction d'un bâtiment ultra complexe à partir de plans d'architecte. Eh bien, un tératogène, c'est comme si quelqu'un arrivait à un moment absolument crucial et venait gribouiller sur ses plans. Ça provoque des erreurs de construction qui sont bien sûr irréversibles. En poussant l'analyse de la plante, les scientifiques ont réussi à isoler la molécule exacte responsable de tout ce chaos. Et comment l'ont-ils appelée? La cyclopamine, bien sûr. Un nom choisi en référence directe à sa capacité à créer des cyclopes. C'était elle, cette seule molécule qui brouillait complètement les pistes du code biologique. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Parce que les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus fou. Il ne suffisait pas que la brebis mange la plante. Non, le timing, le moment exact, devait être d'une précision d'horloger suisse. Et là, c'est la découverte incroyable. Pour qu'un agneau naisse cyclope, il fallait que sa mère mange la plante précisément le 14e jour de sa gestation. Pas le 13e, pas le 15e. Un jour plus tôt, les malformations étaient différentes. Un jour plus tard, l'agneau naissait parfaitement normal. Une seule et unique fenêtre de 24 heures qui scellait le destin de l'embryon. C'est fou. Alors, pourquoi une fenêtre si précise, si courte? Eh bien, la raison est purement chimique. Il se trouve que la cyclopamine est éliminée très rapidement par le corps de la brebis. Sa demi-vie d'élimination est d'à peine 1,1 heure. Ça veut dire qu'en un peu plus d'une heure, la moitié de la toxine a déjà disparu. Donc, pour que le poison puisse agir, il fallait qu'il soit présent au moment exact, à l'heure près, où l'embryon était en train de construire cette partie bien spécifique de son cerveau. Bon, maintenant qu'on a le quoi et le quand, il faut comprendre le comment. On va plonger au niveau moléculaire pour voir comment cette toxine pirate le système d'exploitation de la vie elle-même. Et la clé de tout, elle se trouve dans une voie de signalisation qui porte un nom assez marrant, Sonic Hedgehog. Oui, comme le jeu vidéo, elle a été baptisée comme ça par des scientifiques qui étaient fans. Mais attention, derrière le nom un peu fun, son rôle est ultra sérieux. C'est l'un des grands architectes du développement. On peut le voir comme le chef d'orchestre qui dit à chaque cellule où elle doit aller et ce qu'elle doit devenir. Le mécanisme, en fait, il est d'une logique implacable. Normalement, au fameux 14e jour, le signal Sonic Hedgehog envoie un ordre super important au cerveau de l'embryon, celui de se diviser en 2 hémisphères. C'est une étape clé. Mais la cyclopamine, elle arrive et agit comme un saboteur. Elle se fixe directement sur le récepteur de ce signal et l'empêche de recevoir le message. Elle le bloque, tout simplement. Le résultat est direct. L'ordre de division n'est jamais reçu.
Le cerveau ne se sépare pas en deux, il reste unique, et un seul œil se forme au milieu. Et là, on pourrait se dire que l'histoire s'arrête. Mystère résolu, poison identifié, fin de l'affaire. Mais c'est justement là que la science nous réserve l'une de ses plus belles surprises. Le méchant de notre histoire était sur le point de devenir un héros. Les chercheurs ont eu un déclic, un vrai éclair de génie. Ils se sont dit, si cette molécule est si forte pour bloquer un signal de croissance essentiel, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour étudier et peut-être même traiter des maladies où le problème c'est justement une croissance incontrôlée? On pense bien sûr à certains types de cancers. Le poison qui tuait les agneaux pourrait-il un jour aider à soigner les humains? La cyclopamine a donc en réalité deux visages. C'est une sorte de Janus, cette divinité romaine. D'un côté, c'est un poison, un véritable fléau pour les éleveurs, mais de l'autre, c'est un outil de recherche inestimable qui a ouvert des portes incroyables pour comprendre des maladies très complexes. Exactement le même mécanisme, mais deux destins radicalement opposés. Finalement, toute l'histoire de l'agneau cyclope nous rappelle une leçon absolument essentielle. Dans la nature, la frontière entre ce qui est un poison et ce qui est un remède est souvent très très mince. Et ça nous laisse avec une question qui est juste fascinante. Combien d'autres secrets, combien d'autres clés pour comprendre notre propre biologie se cachent encore tout autour de nous, dans les plantes, dans les venins, attendant simplement qu'on les découvre?